de Kardec. Oui. Voilà. Alors nous à Sens, moi j'étais plus conseiller municipal à l'époque. Pareil, on a commencé à fabriquer des masques. On en a donné à la mairie, à l'hôpital, aux pompiers, etc. Donc localement, ils savent très bien, par exemple, moi je fais partie de l'association Franc-Couture, ils savent très bien la qualité, l'implication dans la société des Turcs, mais nationalement, on ne sait pas. Alors ma question c'est, pourquoi? Parce que localement, les gens, ils sont très bien, ils vous connaissent, et, ah ouais, je connais un Turc, moi, etc. Mais ça ne remonte pas. Alors pourquoi ce fossé entre le local et le national? Il y a un plafond là qu'on n'arrive pas à percer. Chacun a un voisin d'origine étrangère, français mais qui a des origines, qui est différent, etc. Mais pourquoi, quand ça monte plus haut, toutes les bonnes choses que cette personne a faites, tous les efforts d'intégration, etc., on ne les voit pas, on ne les ressent pas forcément plus haut? La première question, c'est ça. Quel est le fossé entre le local et le national? Alors moi, j'aimerais juste, si vous permettez, poser une petite question pour enlever toute ambiguïté. Est-ce que CFC a des pensées politiques? Est-ce qu'il y a un politique derrière? Et si oui, sur quel parti qui avance au CFC? Parce que ça constate comme la politique, on est en train de parler. On a peut-être dû aborder cette question au début. Je réponds ou vous voulez répondre, monsieur? Alors, c'est totalement apolitique. Alors, les membres du bureau sont essentiellement, enfin, sont tous des Français, d'origine étrangère pour la plupart, mais avec le seul but de contribuer au dialogue et de trouver des solutions contre, justement, vous évoquiez tout à l'heure des problèmes de tension dans la société. Ce sont des personnes qui ont vu qu'il y a des tensions et on craint que ces tensions grandissent et qu'il y a un éclatement dans la société. Donc l'idée, c'est... Alors on n'est pas Front National, c'est sûr, hein, d'accord, mais on n'est pas politique du tout. Sinon moi je ne serais pas non plus. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de prosélytisme religieux, culturel, intellectuel. C'est pour ça que c'est ouvert à tous et à toutes, les différents milieux. Il n'y a pas de politique, absolument pas. Justement, comme j'avais aussi exposé au début, donc nous sommes conscients que les gens ont des idées différentes, des forces différentes, des idéologies différentes. Donc nous, ce qu'on essaie justement, c'est de pouvoir rassembler ces gens. On essaie justement de promouvoir le dialogue, c'est une chose qui est très très forte. Justement, tout type de personnes pour les rassembler, pour justement pouvoir dialoguer, travailler ensemble. On est persuadé qu'on peut sortir de nouvelles choses, de bonnes idées, et justement pouvoir rétablir ce dialogue au lieu d'avoir une ambiance où chacun a son idéologie, a son petit groupe à soi. Donc nous justement, on met ça de côté, le côté politique, et nous on dit que voilà, on peut très bien parler ensemble, travailler ensemble, trouver des solutions. Alors moi j'apprécie effectivement dans ce cas, cette optique-là, la question que vous posiez, comment ça se fait que nous, les petites mains, la société civile du bas, nous n'arrivons pas à percer plus haut. Quelque part, je pense qu'on est tous responsables parce qu'il y a des élections et on ne s'implique peut-être pas assez, on n'arrive pas à faire comprendre aux gens qu'il faut s'impliquer dans les élections. Mais ça, c'est pas juste dans la société civile, dans les médias dont j'en fais partie. On reçoit systématiquement un chapeau, des ombres sur nous, ce qu'on appelle le mainstream, qui empêche tous les médias, sur le web, médias, tout ça, de s'exprimer plus, les restrictions sur le réseau, partout, donc voilà. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement qui est là, vous en faites partie, et je pense qu'effectivement, ces petits mouvements qui vont arriver vont faire de grands mouvements, et demain, j'espère que vous serez le précurseur de ce mouvement qui font que la société civile va se réveiller, dire stop, les gens qui sont là-haut ne le représentent pas, et comment faire pour être représentés. Vous parlez également du racisme. Moi, j'aimerais bien poser une question donc à notre policier qui est en face. Est-ce qu'on dit qu'en France, il y a beaucoup de racisme dans la police? Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Je réponds par plutôt la police est à l'image de la population. Il y a des bons et des mauvais partout. Donc dire que la police est raciste, non, pas du tout. Je suis policier depuis 25 ans. Je n'ai jamais rencontré un problème de racisme avec mes collègues. D'accord. Jamais. C'est une incorporation que j'aurais quittée si j'avais rencontré ce problème. Donc, pour dire que la police est raciste, encore une fois, je maintiens, je dirais non. D'accord. Bon, moi, c'est clair. Et vous avez des origines? Je suis d'origine marocaine. Voilà. Donc... non, c'est...
Ok, non, c'est ce que je veux l'entendre, c'est très Parce que bien. par le média, on a vu plusieurs actes, par exemple, attaquer à une femme ou X. Je travaille avec les policiers aussi, parce que maintenant on vit tous ensemble, il n'y a pas de racisme, mais quand on regarde le média, il y en a. Est-ce qu'on devrait croire laquelle? Ce que le média nous montre, ce que nous, on est face à une situation, laquelle on devrait croire, on devrait prendre en compte. Moi, je crois, monsieur. Non, mais comme il dit, Moi, je le vis au quotidien. Ouais. Malheureusement, il faut l'admettre, parfois il y a des dérapages. C'est clair, on ne peut pas le nier, le cacher. Pourquoi des dérapages? Le policier qui est en tenue reste un humain, un homme, une femme, qui rencontre malheureusement également des problèmes dans sa vie privée. Qui peut-être, ce jour-là, ce jour où il a dérapé, Ils se sentaient pas bien. il n'était pas bien, il aurait dû rester à la maison au lieu d'aller au travail ce jour-là, peut-être. Mais dire que c'est volontaire parce que en face de lui, il a un étranger, donc je vais le taper avec mon bâton de défense, non, c'est faux. C'est faux. Et encore une fois, malheureusement, il y a des bons et des mauvais. Il faut changer ce point de vue aussi. Et c'est un travail à faire avec tout le monde, l'ensemble Tout à fait. de la population. Alors, justement, pendant que vous avez la parole, le fossé entre le local, parce que vous êtes un élu local, et le niveau national, est-ce que déjà, selon vous, il y a une différence dans ce qui est vécu, perçu, véhiculé, et pourquoi il y a ce fossé? Le local, effectivement, on vit au quotidien avec nos citoyens, nos administrés, nos voisins, nos amis. Donc, je suis né avec une grande partie des gens de Sancourt, avec qui je vis encore aujourd'hui. Je n'ai pas attendu personnellement d'être élu pour m'investir dans ma ville. Je le fais depuis mon adolescence, en étant animateur de quartier. Voilà, c'est en moi, c'est comme ça. Et voilà, on vit au quotidien les problèmes des autres. On veut apporter un bien-être pour tout le monde par ses connaissances, son savoir, son savoir-faire, et que tout le monde se donne la main pour avancer tous ensemble. Encore une fois, c'est ma devise. Et par rapport effectivement aux personnes qui sont au-dessus de nous, je crois que c'est une autre dimension. Et puis ensuite, je dirais aussi, lorsque je suis devenu élu, je me suis aperçu en passant de l'autre côté de la barrière, je dirais, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Lorsque je me suis retrouvé pour commencer conseiller, ensuite maire, je pensais faire ce que j'avais envie de faire pour faire avancer les choses. C'est intéressant. Malheureusement, non, c'est pas possible, on a beaucoup de barrières. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai beau l'expliquer à mes administrés, mes amis, ils ne comprennent pas. Ils disent non, c'est pas possible. Et vraiment, c'est vraiment difficile. Alors j'imagine ceux qui sont encore au-dessus, toutes les barrières qu'ils peuvent rencontrer pour faire avancer les choses. Bon, je vous dis ça, j'ai ma nièce qui a été députée à la précédente mandature. C'était vraiment difficile. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Et voilà, c'est pas en claquant des doigts, comme on dit, qu'on peut faire les choses. Donc c'est vraiment un combat très très difficile. est-ce qu'on peut le résumer en dire que les élus, vraiment, ils ne sont pas au courant de la quartier, le terrain. Ils ne sont pas assez au terrain pour voir les réels problèmes, justement pour débattre et puis trouver des solutions de terrain. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Les élus nationaux, je veux dire. Oui, les élus nationaux, je parle bien sûr. C'est ça, je pense. Pas conseiller, autant que je suis conseiller. Je parle au-dessus. Après, ça dépend des dimensions des communes. Ouais. Alors, justement, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un manque de concertation, de dialogue entre déjà les élus locaux et les élus nationaux? Est-ce que c'est des partis rivaux, parce qu'ils ne se connaissent pas, etc. Est-ce qu'il y a déjà un problème ici à ce niveau-là? Parce que forcément, les élus nationaux, quand ils vont participer à l'élaboration d'une loi, s'ils ne connaissent pas le terrain, la loi elle est foirée. Voilà. Et puis bon, c'est les lobbies qui l'emportent. Mais si les élus locaux remontaient plus facilement l'information, ou s'il y avait un canal de communication moins compliqué, justement,
déjà qu'il y en a un qui est compliqué entre les administrés et les élus. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a déjà un problème entre le dialogue entre élus du terrain et élus nationaux? Je pense qu'il y a effectivement un problème là-dessus. L'information va commencer à monter, mais à un certain moment, elle va s'arrêter. Et au-dessus, bon, ils ne seront pas au courant de ce qui se passe en dessous. Voilà. Ça, j'ai pu le constater effectivement. Parce que j'étais encarté bon, PS, je ne le suis plus aujourd'hui, je suis en politique sans politique. J'ai assisté à des réunions et effectivement, les conseillers au niveau du gouvernement n'informaient plus les instances au-dessus de ce qui se passe en bas. Moi, ce que j'aimerais rajouter à ce que dit monsieur, c'est que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait, comme s'il y avait une chape de béton au-dessus et qu'il y avait deux mondes, le monde des dirigeants qui se copinent entre eux et le monde qui est en bas où ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, s'aider entre eux ou quoi que ce soit. L'exemple d'un Sénégalais malien, encore pendant le Covid, qui distribuait à manger, qui faisait à manger, il distribuait, il vendait à moitié prix. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté, on s'entend très très bien en bas. Mais au haut, effectivement, tu peux pas les arranger. Et je me suis présenté aux élections législatives en tant qu'indépendant, vraiment indépendant. Alors on dit qu'en France, n'importe qui peut se présenter, mais cette chape de ciment, de plomb qui est au-dessus de nous, elle y est. Parce que pour qu'un indépendant puisse se présenter à une élection, c'est mission pratiquement impossible, mais vraiment pratiquement impossible. C'est par miracle que j'ai réussi à passer l'étape de me présenter. Après qu'on gagne pas, c'est une chose. Mais je pense qu'on devrait effectivement, déjà à la base, si on dit en France que n'importe qui peut se présenter à n'importe quelle élection, qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues. Quand on fait partie, on a incarté un parti politique, socialiste ou pas socialiste, ils sont rodés, ça va. Mais quand un indépendant qui a des tripes, qui veut quelque chose, qui veut se présenter pour, en tant que société civile, de faire quelque chose, je ne dis pas que c'est pas possible que je l'ai fait. Mais c'était vraiment, c'est un petit coup de fil au dernier moment. Tu as peut-être un problème pour tes affiches, pour les faire parce que je ne reviens pas dans les détails. Et il m'a sauvé et j'ai pu faire les affiches et me présenter. Mais sans ce coup de fil de quelqu'un qui est passé avant moi dans le même terrain, bah, c'était mort. Donc c'est-à-dire que c'est fait de telle façon qu'on fait croire à la société civile que c'est facile, c'est la démocratie en France, on peut tout faire, tout le monde peut se présenter. Mais quand on se présente, on s'aperçoit des difficultés mais énormes qu'il y a. En tant qu'indépendant, je ne vais pas en tant qu'indépendant, parce que les partis classiques, bon, eux, ils sont rodés, ils savent comment faire. Mais en tant qu'indépendant, je l'ai vécu, j'ai perdu 3 kilos en 15 jours. Ah, c'est pas mal comme on dit ça. C'est bien. Il faut tout l'histoire aussi des 5%. Hein. Aujourd'hui, il faut avoir les 5% qui vont être remboursés. Donc l'investissement pour Mais quand on s'engage, c'est pas pour l'argent. Moi, j'ai perdu 7 000 euros qui sont sortis de ma poche, mais bon. Oui, mais il faut avoir un budget aussi. En fait, ce que bien j'essaie sûr. de montrer, c'est qu'on a certains partis qui sont sûrs d'avoir 5%, donc du coup, ils peuvent se permettre de faire crédit à la banque. Les Républicains ont payé cher. Hein, Ouais, ça leur coûtait cher, madame. C'était Ouais. juste pour aussi appuyer, on va dire, cette difficulté-là où effectivement ils prennent crédit, de toute façon ils savent qu'ils vont être remboursés, donc du coup c'est fini. Alors que vous, les indépendants, justement, vous avez ce problème, vous savez que l'argent que vous sortez, ben, elle va pas revenir, quoi. Ouais. Ouais. Donc, On est pas à ce niveau-là, quand on a des convictions, je pense qu'on est là tous pour ça, partager convictions. Si on est là, c'est qu'on se sent quelque part touché par donc, le Conseil français des citoyens et l'affiche que vous avez faite, on se sent concerné, c'est pour ça que je suis là. Et j'invite tous les jeunes également, effectivement, à s'impliquer un petit peu plus, et les moins jeunes également. Et je voulais intervenir. Déjà, je ne fais pas d'une expérience. Je suis arrivé en France dans les années 98. Et dans les années 98, il y avait Chirac au pouvoir. Et dans les années 98, j'ai suivi beaucoup la politique à travers les médias. Et j'ai remarqué qu'après chaque élection ou chaque campagne nationale ou même communale, à la télévision, il y avait des débats. PS contre RPR dans le temps, quoi. oui. Et donc, il y avait des débats vraiment houlés. Et il y avait du monde. Aujourd'hui, en 2024, les choses ont changé. Pour ceux qui étaient là avant, je ne parle pas de ça, mais je parle de la période là. Les choses ont changé. Il n'y a plus de PS. Il y a un nouvel ordre qui s'installe. On le sait, on le sent. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Il y a des très fortes chances
que dans les années 2025-2026, on soit gouverné par l'extrême droite. Il y a de très fortes chances. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pensais qu'on allait tourner un peu le sujet autour de ce genre de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis un civil, je dirais, un citoyen lambda. La réponse est peut-être personnelle, mais de façon globale, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on soit passé d'une période où on avait une certaine France, avec une certaine humanité, entre guillemets, à aujourd'hui. Est-ce lié à la géopolitique mondiale? Est-ce lié à l'économie mondiale? Est-ce uniquement interne? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais qu'on allait tout discuter ce genre de sujet. Parce que, dans une certaine mesure, qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, on pressent que dans un futur très proche, il est très possible, mais vraiment très possible, il est beaucoup plus possible aujourd'hui qu'il y a 25-30 ans, que l'extrême droite soit au pouvoir et que les choses ne soient plus les mêmes. Voilà. Donc je voulais... Non, j'aimerais faire une petite intervention. Je reprends un peu de tout ce que j'ai entendu déjà. Monsieur, il a parlé du local, du national. Je reprends le terme de plafond. Moi, je pense, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'on n'est pas assez présent, déjà. Tout d'abord pour la communauté franco-turque, ou bien toutes les communautés qui existent en France plutôt. Au niveau local, on est présent, ça on le voit, parce que c'est la vie qu'on mène quotidiennement, tous les jours. Enfin, on fait attention à qui on vote, parce qu'on veut on veut vivre une vie bien au quotidien. Par contre, on pense qu'au niveau national, ça ne va pas nous impacter. On voit ça très loin. Alors que c'est le plus important de tous, parce que c'est entre guillemets nos dirigeants qui décident tout pour nous aujourd'hui, ce jour. Ça a toujours été comme ça, mais plus aujourd'hui qu'avant. Et puis, je pense qu'il faudrait être plus présent pour toutes les communautés, encore une fois, au vote présidentiel. Aux locaux, on y est déjà, mais au présidentiel, il faudrait passer le cap et pousser. Aujourd'hui, les jeunes, ils y sont déjà. On arrive petit à petit. Dans le temps des parents, moi, du haut de mes 24 ans, je parle. Et nos parents, ils n'avaient pas forcément le moyen d'aller voter. Ils n'avaient pas forcément tous les papiers français. Aujourd'hui, on l'a tous pour cette génération qu'on y est. Et il faudrait, je pense, être présent au niveau des votes et savoir donner son opinion sur tous les sujets et pouvoir choisir vraiment par qui nous sommes dirigés, quoi. Et pas laisser se faire diriger par une personne qui a été votée, hormis notre plein gré. Donc il y a un manque d'implication. Manque d'implication, comme je disais c'est tout à l'heure, et il faudrait un sursaut. C'est ça. Alors est-ce qu'il faut attendre l'arrivée de l'extrême droite pour avoir ce sursaut, ou comment est-ce qu'on peut susciter ce sursaut? Comment on peut dire attention, on arrive, le danger il est là, on le voit, mais on continue à brouter l'air devant nous sans se poser de questions, alors qu'on sait qu'il y a le problème. Comment on peut faire pour faire en sorte que les jeunes s'impliquent davantage? Déjà qu'on aille voter. Il y a combien de pourcents de participation? Déjà qu'on aille voter. Très peu. Voilà, très peu de personnes. Et donc la question c'est ça. Comment susciter le sursaut national chez les électeurs, déjà, au moins pour aller voter? Déjà, c'est bon, vous dites. Jamais dû intervenir un peu à ce niveau-là. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai un ressentiment, c'est que, de façon générale, la notion de confiance en la politique et en l'homme politique, c'est dégradé. C'est dégradé. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec C'est vous. une dégradation Pas de incroyable. confiance maintenant. Voilà. De sorte que on a les extrêmes, quoi. D'où l'abstention. Voilà, on a soit Mélenchon, soit voilà. Et donc, il y a une dégradation. Et l'échiquier politique en lui-même, il est déjà assez mince. Il n'y a pas assez d'alternatives. Et les chances que les choses se passent d'un extrême à un autre sont très élevées. Et je pense que ça vient de la confiance. Monsieur Lazare. Vous disiez attendre que le Front National soit là. Moi je dirais il est déjà là. Oui, mais moi je suis au pouvoir. Non, on est en retard là-dessus. Exactement. Alors, Je ne comprends pas pourquoi cette jeunesse d'aujourd'hui n'arrive pas à agir lors des élections où ils ont ce droit fondamental. Nos ancêtres n'ont pas pu le faire comme l'a dit le jeune homme. Nos parents, qui malheureusement n'avaient pas cette pièce d'identité française, alors qu'aujourd'hui, tous les jeunes de 18 ans ont ce droit.
Pour moi, ça serait une obligation pour moi. Sincèrement, ça serait une obligation. Ça devrait être une obligation, effectivement. Peut-être qu'on ne Comment reçoit pas empêcher qu'ils sont là, comme vous dites, Exactement. ils sont là, peut-être qu'on ne le reçoit pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une manipulation qui est faite au niveau de la population pour mettre au pouvoir quelqu'un qui a déjà été décidé qui sera au pouvoir? Déjà, les J'ai médias. un exemple tout bête que je peux vous donner. Il y a une personne qui est venue, une femme qui est venue, son mari s'est présenté aux élections présidentielles l'an dernier, je ne vais pas donner son nom, et qui me dit on donne rendez-vous dans les médias à son mari pour qu'il puisse s'exprimer, et une demi-heure avant, non, l'émission est annulée, il y a un problème, on ne peut pas. Qui fait qu'on montre toujours les mêmes personnes pour dire voilà, il faut voter pour eux. Et les personnes que l'on ne voit pas, malheureusement, l'être humain est fait de telle façon, quand il ne connaît pas, il reste distant. Et donc il va plutôt voter pour quelqu'un, chaque fois on met le visage devant ses yeux. Et je pense que maintenant que vous savez tous que les médias en France, dans d'autres pays c'est pareil, mais les médias en France sont dirigés par 2-3 milliardaires, quand on voit qu'un milliardaire s'achète l'humanité, on peut se poser des questions, quoi. Alors, justement, vous avez dit tout à l'heure, dans le fossé entre le local et le national, il y a un manque d'application, et il y a aussi les réseaux de communication qui sont restreints. Est-ce que tout le monde y croit à ça, que toute l'information n'est pas diffusée, qu'elle est contrôlée, qu'elle est diluée et qu'elle est donnée à petites gouttes dans le sens où on veut faire tendre l'opinion publique? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien sûr. Sans tomber dans les théories de complot, etc. Oui, effectivement, quand un milliardaire achète un groupe de presse, on se posait des questions, alors que la France donne des subventions pour que les médias restent libres. Mais c'est pas pour autant que quand je veux lire un article, il faut que j'accepte ces conditions. Et il y a 504 partenaires à qui mes informations sont divulguées. Je me suis connecté sur quoi, j'ai regardé quoi, qu'est-ce que j'ai lu, combien de temps j'ai lu. Donc là, est-ce que c'est contraire à la liberté d'accès à l'information déjà? Parce qu'ils ont déjà des aides. Mais pour autant, ils demandent aussi des informations sur ma vie privée. Accès